Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et avec nos 4 débatteurs, Jérôme Dubu, membre du Polydé d'Horizon, Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain et chroniqueur à La Croix, Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, et Frédéric Fougera, président de Tancan Paris, auteur de Anthologie de la com, et aussi L'élégance n'est pas une option, c'est votre dernier livre, c'est des questions de management, et Marianne qui sort son numéro aussi à l'occasion du premier anniversaire de l'attentat du 7 octobre, un an après, ces questions qui dérangent, dossier et numéro spécial dans les kiosques de Marianne. Aujourd'hui, on parlait des votes coup de cœur et on parlait du procès de Marseille, ces médecins agressés, ces agresseurs. On parlait justement de ce public au contact de professionnels, pompiers, médecins, enseignants, et cette difficulté de l'agressivité ou des agressions à répétition, notamment des élus. Jérôme, vous vouliez revenir là-dessus? Sur l'affaire du médecin, très spécifiquement, puisque vous avez commencé par là, et puis après on a élargi le spectre des agents publics. L'affaire du médecin, les médecins, ils sont quand même... ce qui les lie à la population, c'est quand même le serment d'Hippocrate. Et donc on soigne tout le monde. On ne refuse personne. Y compris les gens qui n'ont pas d'argent, y compris ceux qui sont en situation irrégulière. C'est le fondement de la médecine chez nous. Bon, c'est comme ça. Simplement, là, ils sont confrontés à des... Et de plus en plus, et on parlait des urgences, c'est la même chose. Il n'y a pas que les médecins de ville qui sont confrontés à une violence. Bon. Et ça remet en cause, et c'est d'autant plus grave que ça pourrait remettre en cause cette application du serment d'Hippocrate. On soigne tout le monde, y compris ceux qui vous menacent. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est très, très dramatique. Et on en parlait aussi, les élus, comme les agents publics. Alors, les agents publics, c'est les policiers, c'est les professeurs, c'est tous ceux qui sont au contact du public, c'est les agents de Pôle emploi qui sont systématiquement agressés, ce sont les postiers, etc. Bon. Et puis, il y a les élus. Les élus, le nombre d'agressions sur les élus est en augmentation très forte tous les ans. Alors c'est pas des agressions physiques, mais ça peut être des agressions verbales, des récriminations un peu plus fortes que d'habitude. Et puis il y a des agressions physiques. Voilà. Ouais. On en a eu encore un exemple à Saint-Brieuc la semaine dernière, où le maire de Saint-Brieuc a été agressé dans un bar de sa ville, agressé avec une blessure grave. Voilà, et ça arrive malheureusement tous les jours. Allez, on y reviendra certainement avec l'actualité, mais on va continuer parce que si on veut aborder la question de notre argent avec le projet de budget du gouvernement, on continue le tour de table. Franck, vous vouliez vous faire un coup de cœur pour le livre de Pascal Tournier. Alors c'est moi. Qu'est-ce que j'ai dit? Jean-Pierre. Oui, appelez-moi Jean-Pierre, ça sera un coup de gueule. Ça me fera plaisir. Mais je me trompe, là. Jean-Pierre, pardonnez-moi. Oui, alors je vous jure que c'est pas parce que Pascal Tournier est mon ancienne consoeur de La Vie, elle est journaliste à La Vie, rédactrice en chef adjointe, c'est parce que j'ai aimé son livre, en fait. Vous savez, la Seconde Guerre mondiale, c'est un réservoir inépuisable d'histoires toutes plus rocambolesques les unes que les autres. Pascal Tournier a ouvert le placard, en quelque sorte, et en a fait sortir un fantôme, celui de son grand-père, qui était un collabo très très engagé comme haut fonctionnaire dans la collaboration à Vichy, dans les finances en fait du régime, et qui en même temps avait une maîtresse, et cette maîtresse était juive. Voilà les paradoxes aussi d'une situation extrêmement complexe. On aime bien les choses binaires. Celle-ci est véritablement assez incroyable. Voilà, ce grand-père a été évidemment effacé de la mémoire familiale, il n'est plus sur les photos, il a complètement disparu, il n'était pas dans les mariages, et donc en bonne enquêtrice, elle est allée le rechercher. Il faut du courage, parce que c'est pas évident, on est toujours en recherche de ces héros. Beaucoup de gens s'intéressent à la généalogie familiale, des milliers, des dizaines de milliers de gens s'intéressent à leurs ancêtres. On est toujours à la recherche du héros, de celui qui a fait des choses extraordinaires. Il faut beaucoup plus de courage pour aller chercher le salaud. Alors évidemment, qui n'est pas forcément exactement un salaud, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est un personnage complexe, perdu au fond dans une époque grise, et qui n'a pas fait évidemment les bons choix, c'est le moins ce que l'on puisse dire. Donc ça se lit avec... c'est vraiment un livre très intéressant. Voilà. Double faute.
une double faute de Pascal Tournier au Cherche Midi. Et c'est votre coup de cœur, Jean-Pierre, merci beaucoup. Frédéric aussi, c'est un coup. On profite des coups de cœur, hein, on prend de temps en temps, c'est pas mal aussi. Ah mais moi, si je peux faire des coups de cœur, je viens avec des coups de cœur, ça toujours. Mais c'est pas toujours facile d'en trouver. Voilà, pour Octobre Rose, on a décidé aussi sur Sud Radio de mettre un coup de projecteur sur Octobre Rose. Mais je vois que vous êtes d'ailleurs dans la tenue appropriée, chère Christine. On est nombreux. Vous êtes nombreux. Police, oui. Mais effectivement, en ce début d'Octobre Rose, mais qui va être ensuite suivi de November, donc ce sont 2 mois consacrés à la prévention contre des cancers, celui du sein pour octobre, celui de la prostate pour novembre. En fait, je voulais adresser un coup de cœur à tous les bénévoles des associations qui au quotidien accompagnent les malades d'un cancer. Et je pense tout particulièrement aux bénévoles de la Ligue contre le cancer. C'est une des associations les plus estimées des Français. Elle est connue pour ses collectes, elle est connue pour son travail de recherche, mais elle est peut-être moins connue pour le travail que peuvent faire des bénévoles qui sont très engagés. Et pour réduire l'impact de la maladie, on a besoin de bien plus qu'un traitement médical, on a aussi besoin d'un accompagnement humain. Donc en fait, c'est à toutes celles et tous ceux qui donnent de leur temps pour accompagner les malades que je veux adresser ce coup de cœur. Après, on peut aider ceux qui aident aussi, donc on peut aussi faire des dons. On en revient toujours à cette même question d'argent. Donc on peut faire des dons à la Ligue contre le cancer ou à toute autre association. Mais voilà, c'est un coup de cœur pour ces bénévoles qui sont absolument indispensables. Le monde associatif, on en parle beaucoup, on le considère pas toujours. Et là, sur ces questions-là, c'est quand même bien parfois de mettre la lumière sur eux. on les a appelés sur la sémantique les volontaires à Paris pendant les JO. Je partage tout à fait ça et ce qui a été dit. Et je dirais même plus que moi, j'appelle, et je le fais régulièrement quand je peux, partout, dans tous les milieux, au respect de la prévention. Parce que souvent, on arrive trop tard lorsque le cancer est déclaré. Et on a fait beaucoup d'efforts en matière de prévention, avec des succès plus ou moins importants parce que les gens ne se détectent pas toujours. Et c'est quand même l'un des moyens les plus sûrs de lutter contre toute forme de cancer. Donc j'appelle vraiment les gens à respecter cette prévention, à le faire quand ils sont appelés par la CNAV, etc., à faire des bilans. C'est très très important. C'est comme ça qu'on décèle à temps. Malheureusement, parfois c'est trop tard, mais en tout cas, on en décèle un certain nombre. Et lorsqu'on le soigne à temps, on peut le guérir. Alors, j'ai pas eu le temps de regarder, mais j'espère que le budget de la recherche va pas être amputé par toutes ces économies qui vont être... parce que là aussi, la recherche avance, mais elle a besoin, d'où ces mois de sensibilisation et de collecte, mais elle a aussi besoin de la puissance publique, Frédéric, pour continuer à avancer. Et il y a des avancées, à la fois dans la prévention, mais aussi dans le traitement. On traite aujourd'hui beaucoup mieux le cancer qu'il y a 20, 30 ans, évidemment. Alors je suis pas un spécialiste, donc je ne vais pas trop faire d'affirmations, mais oui, j'entends qu'en fait on meurt beaucoup moins du cancer aujourd'hui. Les cancers se multiplient, mais il y a moins de fatalité à avoir un cancer. Reste que là, il y a encore beaucoup à faire en matière de prévention, comme le disait Jérôme. J'ai oublié de l'évoquer, mais effectivement, la Ligue contre le cancer, elle agit d'abord au niveau de la prévention, et après il y a le traitement et l'accompagnement pour pouvoir poursuivre une vie normale ou presque normale tout en ayant un cancer ou en ayant été atteint d'un cancer. J'en profite même pour citer une association qui s'appelle Cancer at Work et qui, elle, accompagne les entreprises pour aider les salariés à vivre professionnellement leur cancer, à être accompagnés s'ils ne peuvent plus travailler, à être accompagnés s'ils souhaitent continuer de travailler. Et les entreprises sont souvent un peu en manque d'expérience, de compétences, de vocabulaire pour s'adresser à leurs collaborateurs et qui sont atteints de ce type de pathologie. Donc voilà, un big hug aussi à Cancer at Work, pour citer deux structures, ne pas citer que la Ligue contre le cancer. Oui, qui permet aux malades qui travaillent de continuer à travailler pendant leur maladie, mais de revenir aussi une fois que la maladie... voilà. Mais le seul fait d'être capable de s'adresser à ces salariés, parce qu'on n'a pas forcément les mots, on peut manquer d'élégance, de délicatesse, on peut être timide, enfin voilà. Donc au moins cette association, elle aide les entreprises à assurer. Voilà. Alors Jérôme, ça va être votre coup de cœur et gueule dans un instant, mais je suis obligée, ne croyez pas que c'est fait exprès. Mais vous me coupez tout le temps, c'est scandaleux. De faire une pause, et c'est à vous juste après. C'est encore la pub, oui. C'est infernal. Mais oui, pub. Mais on est tellement... Ah là là, Sud Radio et le capitalisme. Hein. Ah mon Dieu, mon Dieu, infernal. Mon Dieu. C'est vrai. Allez, à tout de suite sur Sud Radio, et c'est Jérôme Dubuc qui va prendre la parole. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie de Frédéric Fougera, Franck Dedieu, Jean-Pierre Denis, Jérôme Dubu, le tour de table des coups de cœur et des coups de gueule continue. Jérôme, promis, vous avez la parole, ce retour de l'antenne, parce qu'à chaque fois, voilà, il va croire que ne croyez pas que j'en veux à Jérôme Dubu du tout. Non. Alors vous, c'est coup de cœur, coup de gueule. Oui, c'est les deux. Donc je fais la transition avec les... On avait des coups de cœur là, donc c'est à la fois un coup de cœur et un coup de gueule sur la destitution. La procédure qui avait été enclenchée. La procédure concernant le président de la République, Emmanuel Macron, qui avait été lancée par LFI, plus un certain nombre d'écolos et quelques communistes, je crois. Enfin, ils étaient 81 de mémoire qui avaient lancé cette procédure, qui est une procédure tout à fait légale. Il ne s'agit pas de discuter du fond, de la légalité de la procédure, mais elle a d'abord été acceptée, évidemment, par la première étape. La première étape, c'était le bureau exécutif de l'Assemblée. Non, Jérôme, pardon, pas évidemment. Il n'y avait rien d'évident. Elle a été acceptée. Quand tu connais la composition du bureau exécutif actuel de l'Assemblée, tu te dis que finalement, ça devait passer. Et effectivement, c'est passé. Puisque les socialistes, après avoir beaucoup tergiversé et essayé une explication pour le moins vaseuse et très hypocrite, ont voté pour. Donc, première étape, le principe de destitution est accepté. Hier, la commission des lois s'est réunie et a refusé le principe de la destitution par une majorité très forte. Majorité très forte, puisque seuls les gens de LFI, les députés de LFI qui siègent dans la commission des lois et un ou deux écolos, je crois, ont voté pour. Donc, stop. Première étape passée, deuxième étape blocage. Il y a une troisième étape qui est la conférence des présidents. Il doit se réunir sous une dizaine de jours, la conférence des présidents. Il y a à peu près 28 personnes. Bon. C'est les présidents de groupe, ce sont les présidents des commissions, et puis le bureau, président de l'Assemblée et vice-président. Et tout ça, ça fait 28 députés. Et normalement, la majorité sera contre le principe de destitution qui pourrait être donc stoppé à ce moment-là. Alors ça, c'est mon coup de cœur hier, parce que je considère que cette affaire n'a aucun sens, qu'on savait depuis le début, que LFI savait depuis le début que de toute façon, l'affaire serait bloquée assez rapidement, que les socialistes se sont très mal comportés en bureau exécutif, parce qu'ils nous ont expliqué qu'ils votaient pour au principe de la démocratie, mais que si ça venait par hasard, parce qu'ils savaient très bien que ça allait être bloqué, ça venait en discussion, ils voteraient contre. Alors, comprenez, la position des socialistes, elle est vraiment très ambiguë. Elle est à la fois très ambiguë et très hypocrite. En réalité, ils ont voulu faire plaisir à LFI, qui sont leurs alliés dans le nouveau front de gauche, le nouveau front populaire, mais en sachant très bien qu'ils étaient contre. Et l'attitude des socialistes, c'est mon coup de gueule, finalement, à la fois sur la destitution et sur l'attitude du Parti socialiste, qui est très divisée, c'est 50-50, le dernier vote qui a eu lieu au sein des instances du Parti socialiste pour savoir si la candidature de M. Cazeneuve pouvait être acceptée ou pas, ça a été à une voix. Donc ils sont très divisés. Et pour le moment, la tendance forte, qui est une tendance d'alliance avec LFI, l'emporte, mais l'emporte à chaque fois avec 2-3 voix d'avance. Il a été réélu avec quelques voix, on ne sait pas d'où elle venait, tout ça a été très ambigu. Ils ont mis, comme d'habitude, la poussière sous le tapis, mais en réalité, le Parti socialiste est très divisé. Et moi, j'appelle ceux qui sont contre cette ligne d'accord systématique avec LFI à prendre leur envol. Distance. À prendre leur distance, à prendre leur envol. Mais pas de manière hypocrite comme ça a été fait là. À le prendre vraiment. Alors on va me dire, oui, mais on est lié par des accords électoraux, etc. D'accord, mais il faut savoir ce qu'on veut. De deux choses une. Ou bien vous supportez et vous êtes d'accord avec la ligne de LFI, à ce moment-là, c'est clair, vous l'affichez et vous votez avec eux. Voilà. Ou bien, deuxième chose, vous n'êtes pas d'accord sur un certain nombre de fondements qui, pour vous, sont très importants, et à ce moment-là, vous en tirez les conséquences. Et là, on est dans l'ambiguïté permanente. On l'a vu avec l'affaire Cazeneuve, très clairement. Donc, c'est un coup de gueule et un coup de cœur. Jean-Pierre Non, mais sur le fond, ces procédures de destitution, c'est jamais bon signe sur l'état de la démocratie. En général, les pays dans lesquels le Parlement essaie de renverser le président, c'est, je sais pas, des pays comme le Pérou. Enfin, c'est des pays dans lesquels la démocratie est assez malade. Et je pense que le Parti socialiste, en effet, devrait comprendre que c'est un précédent. Et à partir de ce précédent, il y aura d'autres tentatives dans le futur
de destituer le président. Il est heureux que ce soit bloqué le plus tôt possible. Évidemment, c'est légal, hein, vous l'avez rappelé à juste titre. Mais une chose est d'être évidemment en désaccord avec les choix faits par le président de la République, la dissolution, la nomination de ce gouvernement, ça c'est une chose. Autre chose est de vouloir le destituer. C'est un acte extrêmement grave, il faut quand même le souligner. Frédéric. Je vais dans le même sens que les deux propos précédents, mais moi je voudrais préciser, ou dire qu'à aucun moment je n'imagine que LFI imaginait qu'on pourrait destituer le président de la République. Ils le savaient. Si on se pose la question du pourquoi, le pourquoi ou quelle était leur intention c'était uniquement de diriger l'agenda médiatique. Donc en organisant cette opération imaginaire, en fait ils s'assurent être au centre des débats médiatiques et d'avoir la lumière attirée sur eux. Et puis on joue le jeu, donc on en parle, on les écoute, on les monte. Ce qui est malheureux, et c'est un peu ce qui est dit, c'est que ça participe, et ça aussi fait partie de leur intention, de décrédibiliser la légitimité d'un président élu, et donc à chaque fois qu'on met en doute la légitimité d'un élu, qu'il soit président de la République ou qu'il soit autre, mais quelque part on affecte la démocratie. Ça me paraît très dommage. Alors on va rentrer dans le dur du sujet avec vous, Franck. Hein. C'est finalement la continuité, parce que c'est un sujet qui sera débattu évidemment lors de l'examen du budget. Le gouvernement donc cherche à faire des économies records, 60 milliards, ça y est, on a à peu près le volume. Et ce qui fait beaucoup parler, en tous les cas, il y a un sujet, c'est cette annonce de report de l'indexation des retraites sur l'inflation. Donc ce report qui sera de 6 mois, ce qui permettra de récupérer 4 milliards d'euros sur les 18 millions de retraités français. C'est votre coup de gueule. Oui, parce que, si vous voulez, il y a une petite musique qui monte selon laquelle Michel Barnier est dans une posture quelque part de cohabitation lorsqu'il veut toucher aux plus riches, enfin du moins augmenter les impôts, puisque c'est une rupture avec le septennat de Macron, et d'autre part lorsqu'il veut faire payer les retraités. On peut s'en féliciter ou le regretter, mais effectivement, ce sont deux supports à la fois électoraux et, je dirais, presque idéologiques du macronisme. Sauf que l'idée de faire payer les retraités, d'abord en décalant, c'est vrai que ça apporte un certain nombre de recettes, mais enfin, ça veut dire que tout le monde va être mis à contribution. Or, s'il y a bien un sujet où il y a des inégalités, on parle beaucoup des inégalités de revenus, on compare les ouvriers, puis les cadres, on dit, tiens, il y a un rapport de 1 à 10. Songez qu'il y a un rapport entre les 10% des retraités les plus riches et les 10% des retraités les moins riches en termes de pension. L'écart est de 1 à 7. C'est absolument énorme. Donc on aurait pu se dire, on peut mettre davantage à contribution les retraités aisés en refusant une indexation, et peut-être pour l'ensemble de l'année. Et puis en revanche, des retraités qui vivent quand même qui sont en peine de ressources au quotidien, eux, on peut avoir une indexation, voire peut-être une surindexation, en se disant, regardez, l'inflation a augmenté de 2%, on a les moyens de... Donc en fait, ce que vous dénoncez, c'est le côté tous loger à la même enseigne. Parce que, absolument, c'est-à-dire que quelque part... Oui, parce que quelque part, la présentation du budget de Barnier mettra l'accent sur la justice fiscale et même, dans une certaine mesure, la justice sociale. Et donc, si vous voulez, quand vous prenez ce genre de décision, vous n'allez pas dans le sens d'une justice fiscale et d'une justice sociale, puisqu'il y a déjà des inégalités de revenus entre retraités, et je ne vous parle pas des inégalités de patrimoine, qui là sont extrêmement importants. Vous avez des retraités qui ont encore des taux d'épargne très élevés. Et donc effectivement, on peut se dire qu'il y a quand même une inadéquation entre le discours de justice fiscale et la réalité. Alors, on verra la suite. Probablement. Après, c'est 4 milliards tout de suite qui rentrent. Absolument, et on verra la suite à propos, on en parlera peut-être aujourd'hui, j'espère, de la fiscalité des 0,3% des ménages qui vont passer à la caisse, et c'est bien normal. Mais il ne faut pas non plus, quelque part, tomber dans le panneau de faire payer les retraités, puisque c'est quand même beaucoup les retraités les plus modestes qui vont aussi être mis à contribution. Jérôme, je vous laisse la parole. Oui, alors 2 points de différence. D'abord, les petites retraites vont être augmentées au 1er octobre de 4%. Ça ne concerne que les petites retraites.
L'inflation en 2024 n'est pas de 4%. Donc, les petites retraites, en 2024, auront gagné du pouvoir d'achat. Premier point. Donc, là, c'est quand même tous les retraités qui vont être mis à les grandes retraites, enfin les retraites les plus importantes en matière de rémunération, qui correspondent d'ailleurs à des salaires. C'est pas un coup de baguette magique. La retraite, elle ne sort pas du chapeau. Ça correspond au salaire que vous avez pendant 42 ans eu dans votre carrière professionnelle. Bon. Seules les petites retraites ont été valorisées ou seront valorisées là au mois d'octobre. Premier point. Donc les petites retraites auront gagné du pouvoir d'achat en 2023, en 2024 et en 2023 aussi, parce que les augmentations ont été supérieures à l'inflation. En 2025... Pour toutes les retraites? Non, pour les petites retraites. Non, il y a eu aussi des augmentations de retraites qui étaient super. Début octobre, je vous parle des petites retraites. Mais... Les retraites les plus importantes ne sont pas revalorisées à 4% au 1er octobre. Seules les petites retraites. Deuxième point, en ce qui concerne le 2025, rien n'est fait. Vous êtes d'accord? Pour le moment, ce sont des effets d'annonce. Donc on réagit par rapport à des effets d'annonce et non pas par rapport à des décisions. On verra quelle sera la discussion au Parlement qui va s'engager. Je ne suis pas sûr que ce soit accepté. Alors on va voir justement, on va rentrer dans le détail, on s'arrête un court instant et on y revient dans le détail sur ces économies avec beaucoup de réactions déjà politiques. Certains annoncent comme Gérald Darmanin qu'en l'état il ne pourra pas voter ce budget. Donc on va voir quelles sont les fenêtres possibles, les gages possibles pour faire passer ce budget que d'aucuns pourraient appeler d'austérité quand même. Hein. Jérôme. Ça se discute parce que on a le projet, on va avoir le projet la semaine prochaine. Pour le moment, ce ne sont que des annonces qui sortent comme ça petit à petit. On n'a pas l'architecture générale du projet. C'est difficile de se prononcer aujourd'hui. Sur les 60 milliards, il n'y a pas 60 milliards d'économies. Il y a 40 milliards d'économies qui sont prévues et 20 milliards de recettes complémentaires. Ça a été évoqué tout à l'heure, c'est l'effort de que les riches devraient faire. Donc c'est pas 60 milliards d'économies. C'est un peu différent. On y revient dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie de Jérôme Dubu, membre du pôle idée d'Horizon, Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain, chroniqueur à la Croix, Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, avec ce nouveau numéro, ces questions qui dérangent, le 7 octobre, un an après, c'est dans les kiosques cette semaine, et Frédéric Fougera, président de Tancan Paris, auteur d'Anthologie de la com, mais aussi auteur de ce nouveau livre, L'élégance n'est pas une option, question de management, quand le manager doit être un rôle modèle exemplaire en toutes circonstances. Alors le manager du jour, c'est évidemment Michel Barnier qui a donc égrené avec son gouvernement les pistes pour faire face au dérapage budgétaire, un effort inédit de 60 milliards d'euros, 40 milliards d'euros d'économie. On a parlé des retraités, mais il y a des pistes qui sont lancées tous azimuts, les collectivités territoriales qui devront elles aussi faire un effort. On va taxer un peu plus les billets d'avion, il y a aussi un virage écologique comme les voitures polluantes, on va avoir un malus supplémentaire. Il y a aussi, par exemple, on tenait à faire un focus sur par exemple, 1 milliard d'économies sur l'alternance. C'est quelque chose. Alors, c'est des pistes. Voilà, c'est des galops d'essai. Si on lance, on voit comment ça réagit. Jean-Pierre. Moi, j'avoue que je suis assez sidéré qu'on aborde la piste des économies par l'alternance. Enfin, ça fait des années que tous les gouvernements successifs disent qu'il faut encourager l'alternance. Il y a une politique de développement de l'alternance. Tout le monde sait que les jeunes qui vont en alternance trouvent plus facilement du travail. Enfin, les bienfaits de l'alternance sont connus, documentés à peu près dans tous les métiers. Et là, on entend dire qu'on va faire des économies là-dessus. Franchement, on a abordé tout à l'heure la question des retraites. Franchement, gelé de 6 mois, décalé de 6 mois l'augmentation des retraites, c'est en effet désagréable, pénible et problématique pour les gens qui, en effet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ont des petites retraites. Mais c'est une mesure qui va rapporter beaucoup et qui est quand même relativement, je dis relativement bien sûr, indolore, comme quand on a gelé le point d'indice des fonctionnaires. Ce sont des mesures qui ont un effet maximum sans remettre en cause en fait quelque chose. Là, c'est un signal qui est très 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 mauvais pour vraiment une politique qu'on a cessé de vouloir développer depuis 20-30 ans. Là, c'est complètement absurde. Frédéric. Moi, Christine, je souffre de l'état d'esprit qui est de taxer.
En fait, on n'est jamais dans la recherche de l'économie ou du mieux gérer. Il y aura le gel des crédits des ministères qui se traduira par une diminution des dépenses d'environ 15 milliards d'euros, dit le gouvernement. 5 milliards demandés, des baisses d'effectifs à la clé. Les opérateurs de l'État devront freiner leurs dépenses à hauteur d'1 milliard d'euros et les collectivités locales devront elles aussi faire des économies. On entend ça réduire leurs effectifs. On entend ça à chaque nouveau gouvernement et la réalité c'est que ces budgets ne cessent d'augmenter. On nous parle d'un choc fiscal, moi j'attendais plutôt un choc de simplification ou un choc de simplicité. On voit plein d'exemples dans le monde de gouvernements qui justement simplifient leur fonctionnement, simplifient leur protocole, leur rythme de vie, leur mode de vie. Et nous, on n'est pas du tout dans ces directions-là. Là, on parle des alternants, on va chercher plein de petits détails ici ou là au lieu d'engager des grandes réformes structurelles. Alors évidemment, qui pénalise celui qui va faire la réforme ? Non, mais nous, on préfère aller pénaliser les autres. Moi, je souffre aussi d'entendre parler de justice fiscale, mais la justice fiscale, ça n'existe pas dans notre pays. Allez où la justice fiscale quand il y a 52% des Français qui ne payent pas d'impôt sur le revenu? Alors je sais qu'à ça on va m'opposer tout un tas de choses, mais la justice c'est une équité, un équilibre entre chacun. Donc il y a quand même beaucoup de choses à revoir en profondeur. Et notre fiscalité elle n'est pas basée sur la contribution aujourd'hui, elle est basée sur la peine. Voilà, on va pénaliser les gens qui ont une voiture qui pollue, on va pénaliser les gens qui font pas comme ci, on va pénaliser les gens qui prennent l'avion. Et puis elle est aussi basée sur la confiscation. Voilà, on va confisquer l'argent, le bien de ceux qui travaillent, de ceux qui font des efforts, de ceux qui produisent des richesses. Mais est-ce qu'on va enrichir un pays en appauvrissant sa population ? Moi, je souffre de cet état d'esprit d'aller toujours aller taper sur les autres au lieu de commencer par essayer de mieux faire. Alors, on va ouvrir le débat. Bémol quand même si pas de bémol pour ce qui me concerne. Je souffre de cet état d'esprit. Vous permettrez d'en mettre un. Je comprends vos souffrances et j'y compatis. Mais voilà, on parle d'une augmentation des impôts pour les 0,3% des Français qui ont les revenus les plus élevés, si j'ai bien compris. Il s'agit de couples dont les revenus sans enfants, dont les revenus sont supérieurs à 500 000 euros. Et alors ce sont des délinquants pour les pénaliser ? Alors justement, je vais finir ma phrase. On peut admettre, sans leur faire aucun reproche, qu'on leur demande dans ces circonstances un effort supplémentaire, à condition, et je vais aller jusqu'au bout, que ce soit limité dans le temps, parce qu'effectivement, et là je vous rejoins, oui, mais un peu de nuance, ça n'existe pas. Un peu de nuance est toujours possible. Mais dans quel impôt on a créé dans le temps et qu'on a arrêté ? Aucun. La taxe d'habitation. Oui, mais elle a été reportée, c'est des transferts. Tout à fait. Voilà, l'impôt sur la fortune, par exemple, a été transformé et réduit. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, on aura beau tous donner notre avis sur les mesures qu'il faut faire prendre aux autres, ça sera toujours la même chose. C'est-à-dire, on va dire, c'est aux autres catégories sociales de payer. Là, je pense que... C'est pas du tout ce que j'ai dit. Je pense que, voilà. Moi, j'ai mis en cause l'état d'esprit général. Non, mais je vous rejoins là-dessus. J'ai aucun problème là-dessus. Je vous rejoins là-dessus. Il y a des mesures d'économie structurelles à faire, mais simplement, elles ne sont pas politiquement possibles pour un gouvernement qui est sur des bases aussi fragiles. En fait, on le sait. C'est-à-dire que le gouvernement Barnier est dans l'incapacité de faire les réformes structurelles que vous évoquez, a fortiori, alors que ses prédécesseurs, qui avaient des bases beaucoup plus solides, n'ont pas voulu, ne l'ont pas souhaité, ne l'ont pas osé. D'accord. Alors, on n'a pas entendu tout le monde là sur les pistes qui sont lancées. Mais par rapport à l'état d'esprit que décrit Frédéric, il a pour mot d'ordre ce verbe à l'impératif, taxer, taxer, taxer. Moi, je lis, j'écoute la télé, je lis la plupart des journaux, j'entends pas du tout cet état d'esprit. L'état d'esprit, c'est surtout ne taxez pas les riches. Bon Dieu, ils vont partir. Il faut absolument les caresser dans le sens du poil. Il vaut mieux baisser les dépenses parce que les Français abusent, etc. Moi, le discours général, c'est pas celui de taxer, taxer, taxer. Mais je peux comprendre que ce ras-le-bol que vous exprimez, Frédéric. Mais il faut savoir que, et ça, je pense qu'il faut le rappeler, nous sommes dans des circonstances historiques très particulières où, depuis une dizaine d'années, et en particulier après le Covid, nous avons une concentration des richesses inouïe grâce à l'augmentation de l'immobilier, grâce à l'augmentation de la bourse, un contenu de richesse, un gisement de richesse et donc de recettes entre les mains de très peu de gens. Et lorsque le ministre du Budget parle de 0,3%, ça fait un ménage sur 300. Il se dit, avec ce ménage sur 300, il est possible, dans la mesure où il y a eu un enrichissement énorme, que d'avoir des recettes. Et vous savez, cet état d'esprit-là,
ce n'est pas véritablement, je dirais, quelqu'un qui souhaite abattre tous les matins le mur de l'argent. Il est partout. C'est-à-dire que Kamala Harris dit ceux qui gagnent plus de 400 000 dollars seront simplement seuls ceux qui gagnent plus de 400 000 dollars seront concernés par les hausses d'impôts. Partout, y compris en Angleterre, il y a des hausses d'impôts partout. Autour des plus riches, tout simplement parce que ce que nous vivons est absolument historique. Je vais vous donner quelques chiffres. On s'est amusé à Marianne, alors c'est un jeu de l'esprit, effectivement, à marier Bernard Arnault et Françoise Bettencourt. C'est quand même les deux. Vous avez 267 milliards. Non mais 2 personnes. Je ne vous parle pas des classes possédantes, je ne vous dis pas le discours marxiste entre le capital et le travail. Non, je vous parle de 2 familles. Vous avez 267 milliards. C'est 3 ans d'impôt sur le revenu, c'est 13 fois le budget austéritaire qu'on se prépare à... Alors il ne s'agit pas, vous allez me dire, non mais autrement dit, vous voulez les nationaliser. Non, pas du tout. Regardons simplement les dividendes, c'est-à-dire ce que produit le placement de leur capital. Je regarde les dividendes. Prenez la famille Pinault, vous avez, avec les seuls dividendes de la famille Pinault, de quoi payer les retraites minimales annuelles de 37 000 personnes. Avec la famille Arnault, vous avez de quoi simplement avec les dividendes. De la démagogie, non, je fais pas de démagogie. On termine avec ce calcul. C'est pas possible ce que vous réclamez. Enfin, je suis bien d'accord, ce n'est pas possible. Bon, bah voilà. Simplement, c'est une façon, si vous voulez, de donner la grandeur des choses. Démagogique. Non, mais si. L'échelle des grandeurs. Simplement, ça permet de donner exactement une échelle des grandeurs. C'est-à-dire que vous avez, et c'est un vrai problème, une concentration entre les mains de très peu de gens. Et lorsque Michel Barnier, qui est, il faut bien le dire, élu LR, je dirais qui représente un peu une forme de... il n'est pas élu. Oui, d'accord, qui est membre LR, issu de LR, qui représente une sorte de bourgeoisie un peu notariale, de province, très... Voilà. Ils ne seront même pas concernés. Vous êtes vraiment dans les clichés. Ils ne seront même pas concernés. Et c'est pour ça que dans tous les pays, il se passe la même chose. Moi, je veux bien qu'on fasse ce débat sur les dépenses publiques et les prélèvements obligatoires, mais faisons-le sérieusement, avec des chiffres sérieux. Qu'est-ce qui se passe en France ? Ils sont très sérieux. Oui, mais enfin, c'est de la démagogie. Vous jetez en pâture des noms, là, auprès du peuple, en disant, voilà, regardez ces affreux, ils sont très riches, vive la révolution, on va les mettre devant le feu de bois, et puis on va leur brûler les peaux. Mais est-ce que c'est pas la même chose, Jérôme, quand on met les fraudeurs Alors non, moi je dis pas ça. Non. Soyons sérieux. Qu'est-ce qui se passe en France aujourd'hui ? On a le record de prélèvements obligatoires de l'Union européenne. On a le record de déficit. Maintenant, l'Espagne et le Portugal font mieux que nous en matière de déficit. On a quasiment le record avec l'Italie et la Grèce d'endettement. L'Espagne et le Portugal, dont on disait que c'était les clubs, le Club Med, les pays du Club Med, font mieux que nous. On a le record des dépenses publiques, presque 58% du PIB de dépenses publiques. Donc, moi, je veux bien qu'on ait tous ces records-là, qu'on ne fasse rien, mais il y a un moment où, en 2007, M. Fillon nous disait qu'il avait hérité d'un État au bord de la faillite. Bon, on est en 2024, peu de choses ont bougé. Donc l'affaire, c'est quand même les 58% de dépenses publiques, qui, ont le record de l'Union européenne, et qui, chaque Français le constate aujourd'hui, n'est pas efficient, puisque nos services publics sont systématiquement dégradés depuis des années. Je parle de l'hôpital, je parle de la police, je parle des forces publiques, je parle de l'enseignement, etc. Bon, donc il y a un problème d'efficience de la dépense publique en France. Et ça, aucun gouvernement jusqu'à maintenant ne s'est attelé à ce problème. Et ça n'est pas, je vous rejoins, ce n'est pas celui-là, puisqu'il n'a pas la force politique de le faire. Donc on va chercher des petites recettes un peu partout. On nous annonce 60 milliards de recettes supplémentaires pour 20 milliards et 40 milliards d'économies. On voit ce que ça donne. Ça n'a aucun sens. On n'a pas fait le travail qu'il fallait faire. Je le dis parce que, très objectivement, je suis dans la majorité, enfin dans l'ex-majorité, mais le travail n'a pas été fait. Le travail d'efficience de la dépense publique n'a pas été fait. On va voir ça dans un instant, la durabilité de tout ça, puisque, par exemple, ce matin, Roland Lescure, l'ancien ministre d'Emmanuel Macron, a dit que ce budget, au micro de Jean-Jacques Bourdin, était à corriger, pour l'instant. Il n'est pas sûr de le voter. Gérald Darmanin dit qu'il s'engage, qui lui aussi dit non, pour l'instant, il n'est pas question que je vote ce projet de budget, donc la discussion parlementaire n'est pas finie, et c'est la durabilité aussi de ce gouvernement qui est en jeu. On va voir ça dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, encore un gros quart d'heure avec Frédéric Fougerat, président de Tincan de Paris, auteur de Anthologie de la com, avec ce dernier livre, L'élégance n'est pas une option. C'est ce que vous signez également, Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, également dans les kiosques, avec ce nouveau numéro sur le 7 octobre, un an après, date anniversaire lundi, avec ces questions qui dérangent votre dossier enquête. Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain et chroniqueur à La Croix, et Jérôme Dubu, membre du pôle Idées Horizon. On est toujours sur notre histoire de budget, d'un État endetté jusqu'au cou, finalement, par rapport à ça. Et la question, c'est que il va passer ce budget, ce projet de budget, ce projet de loi de finances, il va passer au Parlement avec déjà des voix, notamment dans le camp de la majorité. Alors, je ne sais plus s'il faut dire présidentielle, coalition gouvernementale, etc. Voilà. Avec des voix comme Roland Lescure ce matin sur Sud Radio chez Jean-Jacques Bourdin, qui disait, pour l'instant, en l'état, j'attends des corrections pour pouvoir voter ce texte. Et pendant ce temps-là, lui, Emmanuel Macron, qui a perdu la main en France, lui s'intéresse, a-t-il dit, il va consacrer son énergie aux réformes européennes. Je vous pose ça comme ça. Mais ce débat à l'Assemblée, ce texte, ce budget, va bien falloir le voter. Ça peut donner quoi concrètement Franck. Pour l'instant, les macronistes sont dans une posture où ils négocient. D'abord, pas de hausse d'impôts, on touche aux entreprises. Effectivement, je l'ai dit, vous avez quand même deux totems macronistes qui ont été ébranlés. C'est à la fois les retraites et à la fois les hausses d'impôts. Mais après, la question, c'est de savoir quel va être le calibrage. Et c'est de bon ton, à ce stade-là du processus décisionnel, de dire attention, je voterai pas. Moi, ce que je trouve, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que Gérald Darmanin, qui représente, je dirais, le macronisme dans sa version plus populaire, il dit je suis plus proche des gens, je suis pas de la Startup Nation et du monde du consulting, etc. Donc, et c'est le premier à dire ah ben non, on va pas taxer les 0,3% les plus riches. Donc il y a un problème de posture et de cohérence dans la posture. Ouais, Jérôme, ce débat parlementaire, Jean-Pierre, Frédéric, c'est peut-être aussi une question d'intelligence. C'est pas parce qu'on n'est pas issu d'un milieu qu'on ne peut pas considérer un autre. C'est pas parce qu'on est blanc qu'on ne peut pas lutter contre le racisme. Donc Gérald Darmanin, pourquoi il n'aurait pas cette position parce que lui il serait issu d'un milieu plus populaire? Pas du tout dit ça. Non, mais ça n'a rien à voir avec ses origines sociales. Je vous dis, c'est ce que j'ai compris, pardon. Non, je vous dis, il a une stratégie qui est une stratégie populaire. Il dit, je vais pas essayer de convaincre des cadres sup de voter pour ce que j'incarne. Je vais plutôt essayer de rattraper des classes populaires qui ont été dans les bras du RN. C'est sa stratégie. Ça n'a rien à voir avec. Moi, depuis qu'il a enlevé sa cravate, je suis prêt à croire tout ce qu'il dit. Et je dis, c'est que là, cette stratégie, elle est contradictoire avec ce qu'il est sorti sur les impôts. Jérôme Dubu, on va faire circuler la parole. Là, on est quand même dans des postures politiciennes, des besoins d'exister. On n'est pas dans un débat parlementaire sur des sujets de fond. Enfin, ce qu'on voit apparaître là, c'est quand même assez navrant. Enfin, et la position de Gérald Darmanin, en particulier, mais il ne va pas être le seul, il va en avoir quelques-uns. En fait, le problème qu'il y a derrière tout ça, c'est que on a parlé de majorité, il n'y a pas de majorité, on a parlé de coalition de qui? Parce qu'en fait, on n'arrive même pas à comprendre, au fond, si les macronistes sont, alors qu'ils sont en majorité dans ce gouvernement, s'ils sont dedans, s'ils sont dehors, s'ils sont un pied dedans, un pied dehors. C'est quand même ça aussi le problème. Donc, bon courage à Michel Barnier pour sortir un budget dans ce bazar. Ce patchwork, moi, je crois que toutes ces déclarations, elles arrivent beaucoup trop en amont. On n'a pas le texte encore du projet de budget, que déjà certains disent qu'ils ne le voteront pas. Enfin, attendons quand même la semaine prochaine, c'est dans une semaine maintenant, c'est dans 10 jours. On aura l'architecture générale du projet de loi de finances. On pourra commencer à le regarder, à voir ce qui ne va pas ou ce qui va dans le bon sens ou ce qui ne va pas dans le bon sens. Mais toute déclaration aujourd'hui est totalement prématurée. J'ajoute que Darmanin, il a un culot d'acier, je le savais, on le savait, mais on en a encore une preuve ce matin. C'est-à-dire que lorsque Macron est arrivé en 2017, la première chose qu'il a faite, c'est d'augmenter la CSG sur les retraités. Vous vous en souvenez, 1,7 à 2%. Aujourd'hui, la CSG sur les retraites est de 10%. Elle était de 8%, 8,3% quand il est arrivé. Un impôt provisoire. Je n'ai pas entendu M. Darmanin impôt provisoire de Michel Rocard. Alors qu'on augmentait de fait un prélèvement obligatoire, qui n'est pas un impôt, qui n'est pas une taxe, c'est la CSG, c'est une contribution, mais enfin, ça fait partie des prélèvements obligatoires. Je n'ai pas entendu M. Darmanin à ce moment-là. Voilà.
C'est tout ce que j'ai à dire. Oui. Ne pas toucher aux entreprises, comme certains le disent, il ne faut pas toucher, il ne faut pas casser la croissance. Croissance à 1%. Ça, vous l'entendez ou pas, Frédéric? Mais si on casse la dynamique entrepreneuriale, on casse la production de richesse. Donc de toute façon, on abîme le jouet. Donc on se fait plaisir ou on prend une décision facile et immédiate, mais qui se paye à long terme. Mais de taxer, de dire on va taxer les plus riches, quel est le message politique, parce que ça c'est répété quand même, de toutes les interviews commencent aujourd'hui, tous les ministres font les tours des plateaux pour dire on va taxer, pas les grandes fortunes, mais on va taxer les riches, les grandes entreprises, une contribution spéciale sur l'électricité, etc. C'est un message qu'il faut lire à 2 étages. Mais ça dépend de ce qu'on appelle les plus riches. C'est toujours le problème, parce qu'en fait, jusqu'à présent, un ménage on a dit, à 500 000 euros par avec 2 enfants. Là, on parle des plus riches, réellement. Voilà. Mais jusqu'à présent, on sort d'une période quand même où on a plutôt taxé les classes moyennes en réalité. Donc, vous avez évoqué le fait qu'un Français sur 2 ne paie pas l'impôt sur le revenu, ce qui est en effet un problème civique, on va dire, parce qu'il pourrait y avoir une contribution même modeste d'un nombre plus important de personnes, voilà, symbolique. Je crois qu'on est tout à fait d'accord. Et donc, on a beaucoup taxé, en particulier sous le quinquennat de François Hollande. On a eu tendance à charger les classes moyennes ou les classes moyennes supérieures. Là, on parle d'une contribution demandée à des entreprises très grandes faisant des résultats très importants, d'une part, et à des particuliers ayant des revenus réellement, je vais employer une expression qui vaut ce qu'elle vaut, réellement hors norme, c'est-à-dire hors du sens commun en réalité. Oui, alors on nous dit que c'est provisoire. La contribution sur les hauts revenus, exceptionnelle sur les hauts revenus, vous pouvez enlever le mot exceptionnel, le qualificatif exceptionnel, en le remplaçant par le mot habituel. Car en réalité, la contribution, elle est là depuis un certain nombre d'années. Or, la surtaxation des riches, moi je comprends qu'on le fasse actuellement. Voilà. Mais je suis persuadé que ça ne sera pas ponctuel. J'en suis persuadé. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait... En fait, le problème, c'est le consentement à l'impôt. Et qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de consentement à l'impôt? C'est pas parce que les impôts augmentent, c'est parce que les impôts augmentent sans mesure d'économie par ailleurs. C'est-à-dire qu'on voit que c'est un puissant fond. On a l'impression de jeter de l'eau dans un puits. On a l'impression de jeter de l'eau dans un puissant fond. Non seulement on a l'impression de jeter de l'eau dans le sable. Mon image est mauvaise. Mais de l'eau dans le sable. Et on voit que le sable absorbe très rapidement. Voilà. Mais aussi parce que l'efficience du service public en France s'est dégradée de manière profonde. De manière profonde. Donc on paye beaucoup et les gens pour disent le résultat. On paye beaucoup d'impôts et le résultat est de moins en moins bon. Où passe l'argent? Enfin, c'est la question qu'on entend partout. On paye plus, on paye trop et pour un service moindre. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Franck, il faut entendre cela. Effectivement, les gens ont droit de dire, moi je veux, c'est le modèle social français, je veux bien payer plus d'impôts et par rapport aux autres, mais il faut qu'en échange de ça, j'ai un service public qui soit, je dirais, à la hauteur de ma contribution. C'est finalement assez normal. Et de ce point de vue-là, de là à jeter le bébé avec l'eau du bain et à réduire très drastiquement les dépenses publiques, il y a quand même un problème parce que ça va amoindrir la croissance économique. On n'en parle pas beaucoup. Vous parlez du numérateur et du dénominateur, du fameux recettes contre dépenses, mais vous avez la question économique qui est fondamentale. Je vous coupe à nouveau la parole, Jérôme. Jérôme, je vous coupe la parole. Jérôme Dubu, Jean-Pierre Denis, Franck Dedieu. Il faut que je remercie à tous les 4 parce qu'on est obligé de rendre l'antenne. Merci infiniment sur ce débat. Dans un instant, c'est André Berkoff juste après l'info et à demain. Bonne journée. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.